vais essayer de vous tenir encore en alerte avant la conférence de prestige. Donc voilà mes diapos de conflit d'intérêts. Le plus important est la première ligne. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêts financier avec l'industrie sur ce sujet. Je vous laisse lire le reste. Juste pour commencer ce topo sur la tuberculose, j'aime bien rappeler les chiffres clés qui sont chaque année mentionnés dans le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Donc quand on parle de tuberculose, il ne faut pas qu'on oublie, là tous, pneumologues, qu'on a plus de 10 millions de nouveaux cas de tuberculose chaque année, que 9 à 14% de ces cas de tuberculose surviennent chez des patients vivant avec le VIH, que plus de 80% des cas surviennent en Asie et en Afrique, et que la tuberculose tue encore en 2016, avec une mortalité non négligeable. Vous voyez les courbes d'évolution de la mortalité envers le total des décès liés à la tuberculose. Donc si on a une vision très positive, on va dire que cette courbe tend à baisser. Vous voyez en bas par contre le nombre de décès liés à la tuberculose chez des patients infectés par le VIH. Et là on n'a pas franchement de grosses réductions depuis le début des années 2000. Si vous prenez une cohorte de patients infectés par le VIH en rouge versus non infectés par le VIH en bleu, une cohorte avec 100 patients, vous voyez que sur les taux de succès à gauche, on est à peu près à 85% dans la cohorte de patients non VIH. C'est l'objectif de l'OMS. On n'y arrive pas chez les patients non infectés, chez les patients infectés par le VIH. Et par contre, en termes de décès, là, il y a une grande différence, puisque en gros, sur une cohorte de 100 tuberculeux, je dirais classique, on a à peu près 3 à 4% de décès. Par contre, dans cette même cohorte de patients co-infectés, on dépasse les 10% de décès. Donc ces patients co-infectés paient un lourd tribut. Une autre façon de représenter les choses, c'est de bien se rendre compte du monde dans lequel on vit. Si on représente la carte du monde, pas seulement telle que vous la connaissez, mais selon les densités du critère examiné, on va avoir des cartes très différentes. Voilà ce que ça donne en termes de densité médicale. Donc voilà le monde dans lequel on vit en termes de densité de docteurs. Je vous laisse regarder la place qu'occupe l'Afrique, par exemple, dans cette carte du monde. Et puis, évidemment, quand on regarde le nombre de cas de tuberculose, c'est complètement l'inverse. Vous voyez que l'Europe et l'Amérique du Nord ne représentent quasiment rien. Si on regarde la mortalité liée à la tuberculose, c'est encore pire. Et évidemment, la mortalité par VIH-Sida, l'Afrique paie un très lourd tribut. Donc voilà, quand on parle de tuberculose, il faut avoir tous ces chiffres en tête, sinon on dit n'importe quoi. Récemment, il y a un très bel article du Lancet qui examine toutes les causes de décès dans le monde avec une comparaison entre 1980, 1990 et 2016. Et donc, parmi les 5 causes principales responsables d'années de vie perdues, restent classés le VIH-Sida et la tuberculose. Donc, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Vous avez les chiffres, donc je ne vais pas les commenter et aller assez vite, mais vous voyez que tuberculose, c'est essentiellement les tuberculoses multisensibles qui tuent encore. Vous voyez que les tuberculoses multirésistantes ou ultra-résistantes, en termes de nombre de mortalités, sont relativement peu importantes encore. L'immense majorité des décès dans la tuberculose est encore liée à la tuberculose sensible, alors que c'est une maladie parfaitement curable. Et puis, je vous ai mis aussi les chiffres qui intéressent plus les pneumologues, par exemple sur la BPCO et sur l'asthme. Vous voyez que ces chiffres sont intéressants. Quand on classe les pays en termes de niveau de vie, les pays les plus riches donc ne comportent pas dans leur cause principale de décès la tuberculose. Vous voyez au passage que c'est les cancers du poumon, les infections respiratoires des voies aériennes inférieures en 90, en 2006 et en 2016. C'est là où on disait que la BPCO allait arriver dans les 2 ou 3e causes de mortalité. Ben non, la BPCO est toujours 6e cause de mortalité dans le monde. Et vous voyez la relative stabilité des infections des voies aériennes inférieures. Ça, c'est les pays riches. Si on regarde les pays à faible niveau de revenus, ce n'est pas les plus pauvres, il y a encore une classe après que je vais vous montrer. Vous voyez que là, le spectre il est complètement différent. La tuberculose, en 1990, arrivait 5e cause de décès. Le VIH-Sida, 3e cause de décès en 2006, avec la tuberculose 8e. Et actuellement, on a encore dans le top 10 VIH-Sida et tuberculose. Et puis quand on prend vraiment les pays les plus pauvres, alors là c'est encore pire. Et vous voyez que la tuberculose ne bouge pas, c'est-à-dire 7e, 7e, 7e. Donc on a encore d'énormes progrès à faire en termes de prise en charge thérapeutique de ces patients. Du coup, qu'est-ce qu'il y a comme modification de traitement dans les tuberculoses à bacilles sensibles? Je vous dis tout de suite, pas grand-chose, malheureusement. Je vous avais parlé l'année dernière, pour ceux qui étaient présents à cette mission,
des nouvelles recommandations ATS, CDC, IDSA, donc qui ont été publiées dans CID 2016. Cette année, l'OMS a sorti une recommandation 2017 pour le traitement des tuberculoses sensibles. Donc des recommandations qui s'appliquent dans le monde entier. Vous voyez que la principale recommandation, c'est de dire qu'on ne peut pas encore raccourcir la durée du traitement avec des fluoroquinolones et qu'on doit garder 6 mois de traitement en quadrithérapie telle que vous la connaissez, avec si possible des doses combinées de médicaments. Ne pas trop utiliser des dosages intermittents. Il y a des pays du monde qui ne donnaient pas des prises quotidiennes, mais 3 fois par semaine, ça marche moins bien. Et puis, chez les patients qui vivent avec le VIH, la durée du traitement standard, elle est de 6 mois, comme chez les non-VIH, elle n'est pas de 8 mois. Message à faire passer parfois à nos infectiologues. Des tentatives de réduction de traitement de 6 à 4 mois par des fluoroquinolones ont échoué. Je vous ai rappelé les 3 grands essais qui ont été publiés il y a quelques années dans le même numéro du New England. C'était 3 études indépendantes qui toutes visaient à raccourcir la durée de traitement. Celle-ci remplaçait en haut l'isoniazide, donc en haut vous avez le bras standard, remplacer l'isoniazide par la moxifloxacine et remplacer l'éthambutol ou la rifampicine par de la rifapentine, qui est une rifamycine à longue durée d'action, donnée 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Donc cette étude a échoué. Vous voyez que le bras le plus mauvais, c'est le bras contrôle. Donc l'essai est négatif, il y avait trop de rechutes dans cet essai. La deuxième étude remplaçait l'éthambutol ou l'isoniazide par la moxifloxacine en raccourcissant la durée de traitement de 6 à 4 mois. Et donc dans plusieurs pays, je passe. Là aussi, le bras le meilleur, c'est le bras bleu, et donc c'est le bras contrôle, quadrithérapie classique. Donc là encore, échec des 2 tentatives de réduction de la durée de traitement. Enfin, la troisième étude remplaçait l'éthambutol par la gatifloxacine, qui est une autre fluoroquinolone, toujours donnée à 400 mg jour. Et donc là, il y avait donc sur le critère de jugement principal, vous voyez, plus de critères de jugement défavorables dans le bras expérimental par rapport au bras contrôle. Et en pair protocole, c'était exactement pareil. Vous voyez, ici, donc sur 600 malades, 115 issus défavorables versus seulement 68 dans la quadrithérapie classique. Donc ces 3 essais sont concordants pour dire que malheureusement, les fluoroquinolones administrés selon n'importe quelle modalité ne permettent pas de raccourcir la durée du traitement des tuberculoses sensibles. Donc la quadrithérapie qu'on connaît reste de mise. Bon, ça je vais passer, j'ai pas trop le temps. Et donc, est-ce qu'on peut espérer quand même raccourcir la durée du traitement ? Ben, ça a fait l'objet d'une belle présentation à l'ATS cette année, une session entière du CDC basée sur ce domaine. Donc ils ont beaucoup insisté sur la rifapentine, donc qui est une rifamycine à plus longue demi-vie. Vous voyez, comparé à la rifampicine, la rifapentine a une demi-vie de 14 à 18 heures. Et en fait, pourrait être utilisée, mais de manière un peu différente que ce qui a été fait précédemment. Les auteurs ont rappelé les résultats de cette étude donc du TB Trial Consortium, TBTC. C'est un énorme consortium CDC qui travaille dans le monde sur les études de tuberculose. Donc ils ont publié en 2012 cette étude de phase 2, qui s'appelle l'étude 29, qui a inclus plus de 500 patients, avec 9 à 13% de patients co-infectés par le VIH, avec un bras rifampicine classique versus un bras rifapentine 10 mg kg, cette fois donné 5 jours par semaine, et non plus 1 fois par semaine, donné à jeun. Voilà le résultat en termes de négativation des cultures en milieu liquide ou en milieu solide, et vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre les 2 bras. Donc l'utilisation de la rifapentine ici s'était montrée non inférieure à l'utilisation classique de la rifampicine, étude de phase 2. Et on le voit très bien, vous voyez les courbes en pointillé sont la rifapentine versus la rifampicine. En milieu liquide, c'est les pointillants, en très plein, c'est le milieu solide, et donc il n'y a pas de différence entre ces 2 molécules. Une autre extension de cette étude, qui s'appelle l'étude 29X, réalisée dans plusieurs pays, cette fois, a essayé de déterminer la meilleure dose de rifapentine. Donc il y avait 4 bras, le bras contrôle avec la rifampicine classique versus rifapentine à 10, 15 ou 20 mg kg jour. Cette fois, traitement prescrit 7 jours sur 7, avec 5 jours de prise supervisée par quelqu'un et 2 jours de prise libre. Et autre différence, la rifapentine, cette fois, n'était plus donnée à jeun, mais était donnée en même temps que les repas, de manière à maximiser son absorption. Donc c'est des gros essais, hein, c'est plus de 1000 patients screenés.
plus de 300 patients en analyse par intention de traiter. Et donc voilà les résultats qui ont été publiés en 2015 avec un effet positif. Donc vous voyez qu'il y a une courbe qui se dégage, c'est la courbe verte, c'est la courbe la plus lente en termes de négativation des cultures sur les crachats. Les 3 autres courbes sont meilleures, c'est-à-dire négatives plus et plus tôt, et c'est les 3 courbes qui comportent de la rifapentine, que ce soit en milieu liquide ou en milieu solide. Du coup, toutes ces études montrent l'intérêt d'un essai de phase 3 pour essayer de raccourcir la durée de traitement avec une détermination de la dose de rifapentine à 1200 mg. Et donc, lors de cette ATS, a été présentée cette étude de phase 3 qui est en cours, donc qui n'est pas encore terminée, qui se déroule dans plusieurs pays du monde que vous avez listés ici, avec un schéma suivant. Donc un bras contrôle qui est la quadrithérapie classique que vous connaissez, donc 2 mois de quadrithérapie suivi de 4 mois de bithérapie. Les 2 autres bras sont des bras à 4 mois de traitement qui comportent à la place de la rifampicine, P c'est la rifapentine, donc donnée pendant les 4 mois, et pour ce deuxième bras, et en plus de cette rifapentine, dans le dernier bras, l'éthambutol est remplacé par de la moxifloxacine, administrée également pendant 4 mois. Le critère de jugement principal ayant lieu à 1 an. Donc voilà où ils en sont, c'est la diapositive qui a été présentée lors de cette ATS. Donc la cible est d'inclure à peu près, je crois, 3000 patients. Ils ont atteint 35% de cette cible, les inclusions marchent pas mal. Et donc on espère avoir les premiers résultats de l'étude en 2019. Donc peut-être une piste de raccourcissement de traitement avec la rifapentine, qui est une drogue fabriquée par Sanofi, que pour l'instant on n'utilise pas en France, mais à suivre. Qu'en est-il dans l'infection tuberculeuse latente? La rifapentine est déjà largement utilisée aux États-Unis dans cette indication, pas en France. Est-ce qu'on peut raccourcir la durée du traitement des infections tuberculeuses latentes? C'est l'un des objectifs de ce consortium TBTC, essayer d'aboutir à des régimes, ce qu'ils appellent ultra courts, c'est-à-dire inférieurs à 2 mois, de manière évidemment à améliorer significativement l'observance. Vous savez que dans le traitement des ITL, on a un gros problème d'observance et on perd des gens au fil de l'eau pour des raisons diverses. Donc plusieurs études sont en cours et vous lirez en détail dans le numéro de la RMR Actualité ces études. Mais donc il y a une étude canadienne qui va inclure 5700 patients et des enfants dans plusieurs pays du monde. Le suivi des patients est déjà terminé, mais les résultats ne sont pas encore présentés. Une étude à Taïwan, des études avec de la rifapentine administrée 1 fois par semaine dans différentes populations. Vous voyez, une étude spécifiquement conduite chez les femmes enceintes, c'est assez rare pour le souligner dans ce domaine. Une étude où on compare les prises supervisées de manière classique, donc devant un professionnel, versus des prises vérifiées par vidéo, notamment par Skype, où le patient prend son traitement en face de la caméra en restant chez lui. Et puis un autre essai réalisé chez les enfants de moins de 12 ans. Bon, d'autres études sont en cours, et notamment une étude chez les patients co-infectés par le VIH, avec un traitement de référence qui, pour le VIH, est 9 mois d'isoniazide seul, versus un traitement ultra court d'INH et de rifapentine, administré tous les jours pendant 4 semaines. Donc ce dernier essai, les inclusions sont terminées, mais là encore, on n'a pas les résultats. Bon, je passe sur ça, vous regarderez un petit peu en détail ça. Donc c'est un domaine qui bouge, et peut-être qu'on va pouvoir arriver à réduire, à raccourcir encore la durée du traitement des ITL dans les années à venir. Qu'en est-il des autres mycobactéries? On vit encore avec les recommandations ATS-IDSA 2007. Pas pour longtemps, puisqu'il y a 2 grandes recommandations qui vont voir le jour probablement l'année prochaine. Celle-ci liée à une initiative de l'ERS de manière conjointe avec l'ATS, l'IDSA et l'ECMID. Et puis celle-ci qui est la recommandation des Britanniques, où ils font un truc qui est pas mal. Ils mettent en ligne sur leur site le pré-draft, et comme ça les gens peuvent le commenter. Donc on a déjà une partie de ces recommandations disponibles, même si elles ne sont pas publiées. Et s'il y a des choses qui vous choquent, vous pouvez leur écrire et dire j'aimerais bien qu'on change ça et ça. Enfin, j'ai fait un petit focus pour terminer sur une mycobactérie que personnellement je ne connaissais pas, Mycobacterium chymoidei. Pourtant, quand on regarde des vieux papiers, je vous ai sorti celui-ci de 1983, on trouve son nom dans les papiers. Néanmoins, elle est rare puisque c'est une mycobactérie qui, pour l'instant, avait seulement été publiée responsable de maladies dans 15 cas seulement dans le monde. Et si vous tapez ça sur PubMed, Mycobacterium chymoidei, vous trouverez 26 références seulement. Donc c'est pas très important. Et bien lors de cette ATS, une équipe australienne a recensé 23 cas supplémentaires
entre 2000 et 2015, qui est pas mal, et donc rapportent leur expérience sur cette mycobactérie. L'âge moyen des patients était de 66 ans. Vous voyez, il y avait pas mal de comorbidités intéressant les poumons, notamment des troubles ventilatoires obstructifs ou des bronchectasies. La présentation de ce type de mycobactérie était assez classique, une toux et une perte de poids. Sur la radio, il y avait plusieurs patterns, dont des excavations, mais aussi des nodules ou des aspects d'arbres en bourgeon. 10 patients avaient des critères de traitement selon les anciennes recommandations ATS, IDSA. 6 patients ont été effectivement traités et 1 patient opéré. Voilà les différents traitements utilisés. Donc les gens ont fait un peu ce qu'ils pouvaient, puisqu'il n'y a évidemment pas de recommandation. Vous voyez, donc ça va du traitement, je dirais presque classique d'une tuberculose, pour le premier, à des traitements associant en général de la clarithromycine, et puis pour l'un de la moxiflo, pour l'autre de la rifampicine, de l'éthambutol, de la micacine, de la clofazimine, de l'azithromycine ou de la claritro 2-. Voilà le profil de sensibilité rencontré sur les souches de Mycobacterium chymoidei identifiées par cette équipe australienne. Là aussi, c'est le copier-coller du tableau que vous trouverez dans le supplément de la RMR-A. Et puis, en termes de résultats, vous voyez, ils ont 8 patients, donc 35%, qui se sont améliorés ou qui ont été stabilisés. 2 ont progressé, 3 sont décédés à cause de cette mycobactérie. Un autre patient est décédé à cause d'autre chose. Et pour 8 patients, le statut est inconnu. Donc en pratique, si jamais vous rencontrez cette mycobactérie qui est assez rare, je pense qu'un des choix possibles serait une association claritro, rifabutine et éthambutol. Et peut-être, si une des molécules n'est pas utilisable, se poser la question d'utiliser de la moxifloxacine, du cotrimoxazole ou de la pyrazidamide. En conclusion, j'espère vous avoir montré que la tuberculose reste un problème tragiquement d'actualité. Plus d'1,5 million de patients décèdent encore dans le monde à cause de la tuberculose. Pour ce qui concerne la tuberculose sensible, la durée minimale de traitement reste à ce jour de 6 mois. Les tentatives de raccourcissement de cette durée n'ont pas marché avec les fluoroquinolones. Qu'est-ce qu'il en sera de la rifapentine? On ne sait pas. D'autres équipes travaillent sur l'augmentation des doses de rifampicine en phase précoce. Là encore, les données ne sont pas encore disponibles. Pour l'infection tuberculeuse latente, de nombreuses études sont en cours pour tenter de raccourcir cette durée de traitement. Donc c'est à suivre. Pour ce qui concerne les mycobactéries non tuberculeuses, je rappelle qu'évidemment, on ne traite pas systématiquement les patients. C'est très différent de la tuberculose. Et donc, 2 nouvelles recommandations vont voir le jour probablement l'année prochaine, ce qui sera les premières disponibles depuis 2007. Enfin, pour cette nouvelle mycobactérie que personnellement je ne connaissais pas, Mycobacterium chymoidei, la question de savoir comment la traiter reste posée. Et le mérite de cette équipe australienne est d'avoir soulevé ce lièvre. Je termine en profitant pour faire un petit peu de publicité pour le GREPI, qui est le groupe pour la recherche et l'enseignement en pneumo-infectiologie, groupe de travail de la SPLF, qui organise ces journées en général fin novembre, tout début décembre, et auquel vous êtes largement conviés. Je vous remercie. Merci Xavier pour ces informations. Ça reste toujours aussi difficile, on a toujours les mêmes difficultés, pas tellement de progrès finalement. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet ?